Les trois personnes dont on va parler dans cette vidéo ont un point commun. Elles ont toutes vu des extraterrestres. Ou en tout cas, des ovnis. Et salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'histoire d'extraterrestres. On va parler de l'histoire de quelques personnes qui ont eu la chance de voir et même de discuter avec nos amis aliens. Coup de pub, psychose ou réelle rencontre, à vous de décider au fur et à mesure que vous découvrirez ces histoires. En tout cas, tu vas vite t'apercevoir que certains détails sont quand même assez bluffants, voire même assez frappants. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire à ce sujet. Oui, je suis toute oui. Pour commencer, est-ce que tu as déjà entendu parler de Betty et Barney Hill en 1961? Et c'est le 19 septembre que Barney, en rentrant de vacances après 2 semaines au Canada, voit une lumière erratique dans le ciel. Et ce dernier décide de l'observer avec des jumelles et il découvre qu'il s'agit en fait d'un vaisseau discoïdal avec des ailes et qui émet de la lumière rouge. Le couple paniqué décide de quitter rapidement les lieux et découvre que ils ont été amputés de 2 heures de leur mémoire sur une distance de 55 km. Leurs montres, quant à elles, ont été arrêtées et ils découvrent des traces de griffures sur les chaussures de l'homme. De retour chez eux, Betty finit par faire beaucoup de cauchemars et commence à présenter des signes de stress post-traumatique. En 1962, leur médecin préconise de voir un psychiatre qui les oriente sur de l'hypnothérapie avec le docteur Benjamin Simon. Lors des séances du docteur, ce qu'il ressort, c'est que les deux ont, en plus d'avoir vu un ovni, été enlevés par les 10 extraterrestres et ont subi beaucoup de tests médicaux. Et notre chère Betty, quant à elle, communique avec l'une des créatures qui lui montre une carte stellaire. Des dessins ont été apportés, dont ceux de la dite carte stellaire, et ont été présentés à Marjorie Fish, une spécialiste qui a décidé de les interpréter, et elle décrit la constellation Zeta Reticuli. Bah, c'est bizarre quand même cette histoire. Comment ils auraient pu dessiner une carte stellaire alors qu'en plus à l'époque, il n'y avait pas franchement internet? Ouais, ça se trouve c'est vrai. Ce qui est étrange, c'est qu'ils sont les seuls à avoir vu ce phénomène. Ils étaient seuls sur la route? Alors leur expérience est une des plus célèbres et en tout cas l'une des premières en termes d'enlèvement extraterrestre. Des spécialistes qui examinent et enquêtent sur les phénomènes paranormaux, qu'on appelle les sceptiques, estiment que Betty avait quant à elle une personnalité forte en imagination. Et ils estiment que ce serait par l'hypnose que Betty et son mari auraient développé des souvenirs qui finalement ne sont pas les leurs. Cette histoire, ça reste un des récits les plus importants pour comprendre les phénomènes paranormaux et en tout cas l'explication des fameux extraterrestres, puisque par la suite cette histoire va être reprise et va permettre à d'autres ensuite de créer leur récit. Et cette histoire avec Betty et Barney a été fortement médiatisée. Je trouve ça quand même un peu bizarre que cette histoire ait été fortement médiatisée et que autant de scientifiques se soient penchés sur la question comme un sujet de recherche. C'est bizarre. Et il faut dire que leur version des faits a toujours concordé, même après avoir été interrogés seuls pendant 6 mois. Et d'ailleurs, un expert à l'université de Chicago en astronomie a bien révélé que les travaux de Marjorie Fish sur la dite carte stellaire étaient réels. Il s'agit bien de la constellation Zeta Reticuli. Le doute persiste, beaucoup de choses coïncident. Après, il y a aussi des explications qui pourraient être normales. Je vous laisse décider. Mais en attendant, passons à la deuxième histoire. Il s'agit de l'histoire de Travis Walton en 1975. Cette histoire commence un 5 novembre lorsque Travis Walton et ses collègues quittent leur travail aux abords d'une forêt près de Snowflake, Arizona. Leur histoire débute lorsque le petit groupe aperçoit au loin une lumière. Travis s'en approche et malgré les recommandations de ne pas s'en approcher, eh bien, il finit littéralement inconscient. Il a été littéralement frappé par le rayon lumineux. Ses collègues, effrayés, s'enfuient et ils découvriront plus tard que Travis
a disparu. Les autorités lancent des recherches, sceptiques face à l'idée d'un enlèvement, ils pensent plutôt à un meurtre, et après 5 jours de recherche infructueuse, la police passe l'équipe de Travis au détecteur de mensonges, le polygraphe. Tous vont réussir sauf un qui refuse de le passer. Le 10 novembre, Watson réapparaît et il est complètement désorienté, amaigri, et il nous révèle avoir été enlevé par des extraterrestres. Il décrit des créatures ressemblant à des fœtus et une créature d'apparence humanoïde qui le guidait à travers le vaisseau. Watson passe aussi au détecteur de mensonges, puisqu'on y est, et le résultat est unanime, il dit la vérité. En tout cas, il est sincère. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'au fil des années, tous les témoins maintiennent la véracité de leur dire. Après, il est quand même souligné qu'un détecteur de mensonges ne prouve pas la véracité des faits. Il prouve juste que les sujets sont convaincus de leur dire. C'est fou quand même qu'ils aient tous la même version, et le polygraphe n'a pas détecté de mensonge. C'est vraiment dingue. Ils disent bien que ça ne veut pas dire que c'est vrai ce qu'ils ont vu. C'est leur vérité à eux. À prendre aussi avec des pincettes. Par la suite, Travis Walton a même écrit un livre racontant son expérience. Il a été publié en 78 et réédité en 96 sous le titre Fire in the Sky. En 93, il y a même un film inspiré de ces événements qui a été aussi nommé Fire in the Sky. Il a été réalisé par Robert Lieberman. Incroyable, on ne sait même pas si c'est un canular, et il y a des livres et des films qui sortent là-dessus. Le mec se serait pas fait un petit peu d'argent au passage? Ouais, bref, il y a pas mal de gens qui pensent que toute cette histoire aurait été purement orchestrée pour faire un petit peu de blé derrière. D'ailleurs, un des psychiatres dit qu'il n'aurait absolument pas été enlevé, mais aurait vécu un genre de stress psychotique qui aurait fini par lui faire croire des choses diverses et variées. D'ailleurs, le dit psychiatre nous révèle que ce monsieur consomme diverses choses dont je tairai le nom. Ensuite, il n'y a aucune trace qui a été trouvée sur les lieux de l'enlèvement. Et ensuite, eh bien, les Watson ont monnayé leur histoire. Et ça prouve bien ce que ça prouve. Allez, on accélère un petit peu dans le temps vers une troisième histoire. Il s'agit maintenant de David Fravor en 2004, et ce précisément le 14 novembre. Cet homme-là, il fait partie d'un groupe de frappe d'un porte-avions, le Nimitz, et a été envoyé pour enquêter sur des éco-radars au large de la Californie. Là, le pilote constate qu'une cible inhabituelle a été suivie par l'USS Princeton pendant plus de 2 semaines. Favor a observé un objet blanc allongé qui décrit des mouvements erratiques dans l'océan. Il estime ensuite la longueur de l'objet d'environ 12 mètres. Mais Favor, il n'est pas seul. Il est accompagné d'un autre pilote, Alex Dietrich, qui vont observer la dite scène pendant plus de 5 minutes. Lorsque Fravor va s'approcher de l'objet, eh bien ce dernier va décoller avant de disparaître. Un autre pilote, Chad Underwood, va même faire un film du dit objet. Sa vidéo sera même nommée Tic Tac en raison de la forme de l'objet. Les Tic Tac là, t'as compris ? Plus tard, en 2014 et 2015, d'autres pilotes vont pouvoir filmer les mêmes événements avec des objets volants non identifiés similaires qui seront nommés Gimbal et Go Fast. Ah, mais je me souviens de cette histoire. On en a déjà parlé dans une vidéo, il me semble. Alors même s'ils ne savaient pas réellement ce que c'est, eh bien ils ont quand même dû faire un rapport, et ce rapport, on n'y est pas accès. Il est enfermé dans le Pentagone concernant les avions et autres objets volants non identifiés. Il y aurait eu entre 2004 et 2021 plus de 144 observations d'objets volants non identifiés, qu'on appelle des pannes. Alors bien que la majorité des choses ne soient pas identifiées et que certainement eh bien, il y ait beaucoup d'imaginaires qui y soient liés, et les gouvernements restent tout de même très attentifs à ce genre d'événements, puisque il s'agirait de ne pas être pris au dépourvu au cas où un jour nous soyons réellement face à des extraterrestres. N'oublions pas le paradoxe de Fermi qui nous révèle qu'il est totalement paradoxal que nous soyons seuls dans l'univers vu son étendue et vu que la vie pourrait éventuellement se développer facilement sur d'autres planètes. Croyant ou pas de ce genre de phénomène, eh bien je vous laisse décider ce qu'il en est. En tout cas, pour ma part, je me pose quand même des questions. Pourquoi les vidéos qui nous montrent des aliens sont toujours floues, et pourquoi eh bien il y a toujours
toujours des causes psychiatriques qui pourraient être mises sur ceux qui les ont observés. En tout cas, le débat est complètement ouvert. Les extraterrestres existent-ils et ont-ils déjà visité notre planète? Je vous laisse en juger. Pour ma part, je vous retrouve très vite, la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!